L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Agnès de Féau. Bonjour, merci de répondre à distance aux questions Oui. de France 24. Vous êtes sociologue et documentariste et vous signez cet ouvrage Derrière le niqab qui est sorti il y a quelques jours chez Armand Collin. 10 ans d'enquête sur les femmes qui ont porté et enlevé le voile intégral. Il s'agit d'une enquête au long cours assez inédite. Agnès de Féau, vous avez commencé en 2009, quelques mois avant l'adoption ici en France de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Vous avez rencontré pour réaliser cette enquête 200 femmes niqabées. L'idée était de donner la parole à celles dont on a beaucoup parlé ces 10 dernières années, mais qu'on a finalement très peu entendues. Alors, en fait, j'ai commencé en 2008, hein, 1 an avant le début de la polémique qui a commencé en juin 2009 et le but, c'était pas tellement de leur donner la parole parce qu'elles l'avaient un petit peu, mais c'était surtout, de montrer, qui elles étaient parce que le problème, c'est que, les gens s'intéressaient pas et fantasmaient beaucoup sur elles. Le but premier aussi, de mon travail, c'était de prouver la fausseté des jugements que les gens pouvaient porter sur les femmes musulmanes en recueillant leurs témoignages et en les enfin, et en les étudiant en fait, parce que moi je les ai analysés pendant 10 ans. Voilà, et on retrouve dans votre ouvrage une quinzaine de témoignages en longueur de ces femmes que vous avez rencontrées. En quoi la loi de 2010, donc, dont vous allez peut-être nous repréciser les contours, a constitué un moment charnière et a été, selon vous, contre-productive ? Donc la loi de 2010 d'interdiction du voilement du visage donc a été votée le 11 octobre 2010, donc ça fait juste 10 ans. Et j'ai pu voir, comme j'avais commencé avant la polémique, hein, et j'ai continué sur une période de 10 ans ma recherche, j'ai pu voir vraiment une augmentation du phénomène du voile intégral. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est-à-dire que l'interdit, le battage médiatique qui a été fait autour de cette loi n'a fait qu'inciter en fait certaines femmes qui étaient un peu marginales ou qui cherchaient à prouver leur identité de manière visible dans l'espace public à adopter cette coutume qui était réprimandée, en fait, qui était pénalisée. Et donc, c'est pour ça, pour moi, toutes ces lois d'interdiction, enfin toutes ces lois qui font l'objet de polémiques récurrentes, qui reviennent régulièrement dans les médias. Vous voyez, il y a cet effet d'overdose un petit peu de ces sujets. Donc, toutes ces lois ne font que fabriquer en fait le modèle dont qu'elles veulent interdire. Voilà, donc c'est pour moi vraiment évident que la loi a un effet contre-productif puisque on a pu assister à une augmentation des femmes qui portaient le niqab après la loi. Et donc, par exemple, toutes celles qui sont dans les camps de prisonniers actuellement en Syrie ou en Irak, qui portent le niqab, hein, on les voit, donc on commençait à le porter après la loi. Et moi, j'ai même assisté à des parcours très insolites de femmes qui ne portaient pas du tout le voile avant la loi et qui ont porté directement le niqab. Il y en a même qui se sont convertis à l'islam pour porter l'objet interdit. Alors, Et donc, quand on voit que des polémiques elles sont en cours, oui, pardon, non, je vous en prie, allez-y. reviennent là, par exemple, oui, excusez-moi. Non, je ne voulais pas vous interrompre. Ce qui est assez saisissant dans votre livre, parmi plusieurs choses, c'est que vous écrivez que ce n'est pas la religion qui serait un islam rigoriste dans la représentation qu'on en a, et prosélyte, qui serait le premier facteur déterminant pour ces femmes de porter le voile intégral, et d'ailleurs que peu d'entre elles auraient une pratique extrêmement pieuse. Oui, en fait, c'est quelque chose qui est très étonnant et moi-même, j'ai été surprise, quand j'ai commencé mon travail. Donc, bon, celles qui le portaient avant la loi, on peut dire qu'elles étaient quand même dans une démarche piétiste et religieuse, parce qu'elles étaient dans l'étude de la religion. Or, celles qui l'ont porté après la loi, elles étaient plus dans une démarche de contradiction, enfin de révolte ou de rupture par rapport à la société ou par rapport même à leurs parents, hein. Il y a beaucoup de jeunes filles qui étaient dans des familles bourgeoises, qui se sont converties à l'islam parce que justement, c'était l'identité subversive et qui sont entrées dans cette identité contre leurs parents, qui étaient souvent complètement athées. Enfin, la plupart d'ailleurs viennent de familles agnostiques ou athées. Et donc, et donc évidemment la religion ne suit pas et je dis souvent que plus le corps est couvert, enfin la couverture, hein, l'espace recouvert du corps est inversement proportionnel à leur connaissance religieuse. Donc c'est vraiment très étonnant qu'il y en a même qui n'apprennent pas l'arabe et qui vont par exemple lire ou apprendre par cœur des versets du Coran dans la version phonétique.
Et pour autant, et vous en avez rencontré évidemment certaines de ces femmes niqabées françaises, pour la plupart d'ailleurs néoconverties, vous venez de le dire, certaines ont à un moment donné embrassé la cause djihadiste. Vous en avez rencontré, et notamment l'une des plus célèbres, si l'on peut dire, Émilie Koenig. Oui, et c'est là qu'on peut vraiment aussi impliquer la loi dans la radicalisation. Non seulement la loi, mais aussi le harcèlement dont elles vont être victimes dans l'espace public par la police ou par les citoyens ordinaires, hein, qui vont commencer à les insulter parce qu'elles portent le voile. Moi, j'ai pu vraiment assister à ce ras-le-bol qu'elles avaient d'être ciblées comme ça par les gens dans leur processus de radicalisation. Et beaucoup vont dire, voilà, moi je ne peux plus vivre en France parce qu'on ne m'accepte pas dans ma différence, parce que voilà, et pourtant j'ai une attitude plutôt positive, parce qu'elles considèrent qu'elles font quelque chose, qu'elles font un sacrifice, qu'elles font un effort dans la religion pour se bonifier, pour s'améliorer, et donc elles voient qu'elles ne sont pas du tout acceptées, et donc elles disent, voilà, moi la seule chose que je trouve, c'est de partir. Alors, donc il y en a qui vont partir, qui vont faire leur alia, ça s'appelle leur hijra, pardon, qui vont faire leur hijra au Maghreb ou dans des pays comme l'Angleterre, et d'autres qui vont partir en Syrie ou en Irak, qui vont faire des mariages religieux avec des hommes combattants. Donc là, vraiment, franchement, c'est évident de le lien entre la stigmatisation dont elles font les frais en France et le désir de se radicaliser. Bon, alors évidemment, toutes ne sont pas passées à l'acte et à l'acte violent, mais en tout cas, moi j'ai pu assister à un phénomène d'auto-marginalisation chez la plupart des femmes qui portaient le voile intégral. Voilà, Sauf chez celles qui l'ont enlevé. Alors, inversement, vous avez aussi rencontré des femmes qui ont enlevé le voile, parce qu'on rappelle donc votre travail s'étale sur 10 ans. Il y a eu ce moment charnière de la loi de 2010. Et puis, on assiste, dites-vous, ces derniers mois, années, à une raréfaction du port du voile intégral dans l'espace public. Comment l'expliquez-vous, et surtout, qu'est-ce que ça signifie dans le fond ? Alors en fait, bon, elles ont fini par jeter l'éponge, hein, comme on dit. Elles ont fini par accepter de l'enlever. Mais aussi, il y a un autre phénomène en fait qui vient juste d'arriver. Donc c'est l'obligation du port du masque chirurgical. Et donc finalement, il y en a certaines qui trouvent leur compte, c'est-à-dire qu'elles portent le djilbab, donc le costume intégral qui recouvre tout le corps, et elles vont cacher leur visage avec un masque noir en tissu. Donc ce qui fait exactement l'effet qu'elles cherchaient en fait, de voiler leur visage. Mais aussi peut-être quelque chose qui est vraiment très important dans cette démarche, c'est qu'il ne faut pas imaginer que ce sont des femmes qui seraient de familles traditionnelles, hein, qui portent le voile intégral de manière traditionnelle parce que leurs parents ou leur mère le portaient, ou parce qu'elles sont issues d'une culture qui préconise ce voilement, mais c'est quelque chose qui est vraiment, enfin c'est comme vous disiez, hein, c'est des néo-convertis, ou on peut l'appeler un néo-niqab. C'est une démarche réinventée, et donc c'est pour ça que quelquefois elles vont l'enlever aussi vite qu'elles l'ont mis finalement. Vous voyez, donc c'est un phénomène de mode. Elles imaginent qu'elles vont se sentir mieux avec. C'est souvent aussi, contrairement à ce qu'on imagine, un signe d'insoumission, hein, puisqu'on voit bien qu'elles n'obéissent à personne et qu'elles vont se braquer. En fait, elles vont se liguer contre les policiers. Elles vont essayer de tenir tête aux policiers, ce qui n'est pas forcément une démarche non plus musulmane, hein, parce qu'elles vont commencer à parlementer, à insulter des policiers qui veulent les verbaliser. Donc, elles sont vraiment dans une démarche revendicatrice de port de ce voile intégral. Donc, pour expliquer le fait qu'il est pratiquement disparu, donc effectivement, donc il y a eu ce masque chirurgical qui a pu remplacer le voile intégral, et il y a aussi le fait que Daesh a donné une très mauvaise image du voile intégral, notamment avec ces camps de prisonnières qu'on a pu voir dans les médias, et certaines n'ont pas voulu leur ressembler, évidemment, parce que la majorité des femmes qui portent le niqab ont une démarche piétiste et pas du tout djihadiste. Donc il y en a certaines qui l'ont enlevé tout simplement parce que cette image ne leur convenait plus. Et puis beaucoup parce qu'elles en avaient marre d'être harcelées ou insultées dans la rue. C'est assez difficile. C'est très difficile en fait de porter le niqab en France, parce que c'est évidemment passible d'une amende. C'est une infraction de deuxième classe, mais aussi parce que beaucoup de citoyens se chargent de faire respecter la loi par des insultes ou des agressions.
Merci Agnès de Féau. Il y a beaucoup de choses dans votre livre, notamment vous abordez la question de la contrainte masculine qui là encore est une idée reçue. Écrivez-vous, malheureusement le temps presse. Je renvoie donc à ce livre Derrière le niqab chez Armand Collin, 10 ans d'enquête sur les femmes qui ont porté et enlevé le voile intégral. Merci de nous en avoir donné quelques éléments. À bientôt peut-être sur ce plateau en présentiel comme on dit en 2020.